on va démarrer rapidement. Donc, un sujet d'actualité. Pour rappel, on vous propose pour nos petits Déj Pro une thématique de gestion d'entreprise. Tous les sujets y passent. Le développement durable, le développement commercial, les ressources humaines, la communication, la stratégie, la gestion. Et là, on vous propose un nouveau sujet donc d'actualité, en effet, la nouvelle réglementation sur la gestion des déchets. Comment revaloriser nos entreprises émettent des déchets. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle loi qui cadre tout ça, la loi AGEC. Et donc, ce matin, Laurent est là pour dépoussiérer cette réglementation. Vulgariser le sujet. On va dire ça comme ça. Et puis vous donner les clés pour dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour retraiter et revaloriser. Laurent, juste pour le timing, pour le cadre, vu qu'on est également sur Facebook, je crois tu dois être déjà à la limite. C'est ça, faut que tu peux bouger. C'est bien là? Bouger un petit peu, mais pas trop. Ok. Donc on est avec Laurine aussi. Donc je suis plus là. Ce matin qui est là pour l'organisation. Je te laisse la parole, Laurent. Écoutez, merci de votre présence, merci au Rubixco de nous accueillir. Donc oui, le but de la réunion, c'est de vous présenter un petit peu ce qu'on appelle la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et avant de vous la présenter, donc ça c'est une réglementation qui évolue. Je voulais vous présenter quand même le contexte environnemental. Pourquoi cette loi et dans quel cadre cette loi? Au niveau du contexte environnemental, ça bouge vite. Contexte environnemental. En fait, la loi est typiquement liée à ce qu'on appelle je vais revenir ici, au réchauffement climatique. Quel est le constat en France? En France aujourd'hui, un citoyen moyen produit 11 tonnes de CO2 par an. 10,8 tonnes de CO2 par an. Alors, c'est les chiffres 2018. Alors, quand on parle de CO2, c'est une vulgarisation parce qu'on devrait parler de GES, gaz à effet de serre. D'accord, donc on générise ça sous le titre CO2, peu importe. L'accord de Paris 2015, complété par le pacte vert du mois de juillet 2021 et la loi d'énergie-climat 2019, préconise un objectif à 2050 à 2 tonnes de CO2 par habitant. Donc on divise par 5. Enfin, ce qui est prévu, c'est divisé par 5. On n'y est pas du tout. La tendance, là on est sur 2018, la tendance on doit être à 9 tonnes, à peu près 10 tonnes 2021. Il y a toujours un décalage dans le temps, parce que ce sont des sujets assez durs, assez compliqués à calculer. On est déjà en retard par rapport à toute cette transition prévue à l'origine. Le secteur du déchet, hors collecte, la partie collecte c'est du transport en fait, on le verra après. Le secteur des déchets, qu'ils soient ménagers, qu'ils soient industriels, qui sont deux typologies de gestion différentes, contribuent à hauteur de 3,5% des émissions totales de GES sur la France. Donc, on va nous dire que c'est un petit sujet. On va voir que non. 80% des émissions de GES de ces 3,5% sont liées au stockage des déchets, donc ce qui n'est pas valorisé, ce qui est enfoui. On est très concerné sur la région Centre-Val de Loire, et l'incinération du déchet, qui est un moindre mal puisqu'on va produire de l'énergie, mais qui est lui encore générateur de GES. Donc 80% du bilan carbone des déchets sont liés au stockage, donc l'enfouissement et l'incinération. D'où l'idée d'aller valoriser en matière, mais j'en parlerai après. La France, est 19e au 19e rang mondial des pays émetteurs de CO2. Donc la France n'est pas exemplaire sur le sujet, loin de là. Les secteurs les plus émetteurs, ce sont vraiment des grands chiffres pour situer un petit peu le débat. Les secteurs les plus émetteurs sont le transport pour 27%. Donc quand on parle transport, c'est transport avec énergie fossile, évidemment. Après le transport, un train qui fonctionne à l'électricité ne produit plus de CO2, mais pour construire le train, j'ai émis beaucoup de CO2. D'accord, donc ça, là on parle sur la fabrication industrielle. Le résidentiel, essentiellement par le chauffage, la climatisation, c'est 7,7%. La fermentation entérique, je vous fais pas le détail, c'est les vaches, grosso modo, ou l'élevage en général, c'est presque 8% des émissions au niveau français.
N'hésitez pas à m'interrompre, hein, on peut faire les questions au fur et à mesure. Hein. On n'est pas encore sur la réglementation. Quelques unités de valeur. Une tonne d'équivalent CO2, donc un citoyen français, c'est 10-11 tonnes. Voilà. À l'année. À l'année. Une tonne de CO2, c'est quoi? C'est 2 repas moyens par jour pendant 220 jours. On va pas arrêter de manger. Par contre, on va peut-être manger au fil du temps différemment. On va notamment parler de consommation de viande, par exemple. C'est 10 km en voiture par jour pendant 1 an. Je produis 10 ou 11 tonnes de CO2. Une tonne, c'est ma voiture pour aller au travail. À raison de 10 km par jour. Donc, c'est si je vais pas loin en plus. C'est 5 allers-retours Paris-Nice en avion. 5 km. Ça veut dire 5 km, c'est pas loin. La majorité des gens habitent entre 10 et 15 bornes de leur boulot et ça dépend où. 5 allers-retours Paris-Nice en avion. 1 tonne de CO2. 8 tonnes 5 de patates. C'est 1 tonne de CO2. 17 kilos de viande de veau, c'est 1 tonne de CO2. Pour produire 17 kilos de viande de veau, j'émets 1 tonne de CO2, enfin de GES. C'est 2800 € de petites fournitures de bureau, papier, crayon et ainsi de suite. C'est 2600 € de médicaments. C'est 100 kilos d'aluminium neuf. Un vélo, un cadre de vélo en aluminium, c'est à peu près 10 kilos. Faites le ratio. On est à 100 tonnes. Donc, faut que le vélo soit costaud, qu'il dure longtemps. Pour en revenir à l'économie circulaire, pour aborder le thème de l'économie circulaire, il faut que ça dure longtemps, il faut réemployer, il faut réutiliser. C'est le principe. Ce sont des chiffres qui vous parlent ou... Ah. En fait, ça remet dans le contexte et puis on se dit que ça va très vite en fait. C'est pourquoi la loi AGEC en fait. C'est comment on arrive à atteindre les objectifs ou pas. Et pour remettre dans le contexte, les objectifs, c'est 5 tonnes par an. C'est 2050, c'est 2 tonnes et demie par. Alors je reviens. Par habitant, par an. Par an, par habitant. Donc il faut diviser par 5 en fait. C'est 2 tonnes, pardon. Ah oui. Objectif 2050. On n'y est pas du tout. Voilà. Ça suffira pas. Ça dépend de quelle voiture en plus. Ça dépend avec quelle voiture. Il peut y avoir le bus, il peut y avoir le train, il peut y avoir Bon, là c'était vraiment pour vous remettre dans le contexte. En fait, et pourquoi l'Union européenne, pourquoi la France a décidé de légiférer, c'est pour accentuer cette transition, pour essayer d'atteindre ces objectifs. Donc on a une loi qui s'appelle la loi AGEC. Donc je répète, loi AGEC, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Le but, c'est de contraindre le système sur la partie. Je rapporte aux déchets. Hein. Je fais pas de débat de société. On est vraiment sur la partie déchets. C'est comment je fais. 80% des émissions de CO2 liées aux déchets sont liées à l'incinération, au stockage. Comment je fais pour réduire cette part? Et la loi AGEC liée aux déchets, on va l'aborder de suite, va contraindre les entreprises à respecter un certain nombre de normes et de façons de faire pour accompagner cette transition. Est-ce que vous avez des questions avant d'aborder la loi AGEC? C'est clair, vous me dites, hein, si je vous embête. Une remarque sur vos chiffres que vous annoncez, les numériques. Sur l'impact du numérique aujourd'hui, que ce soit en entreprise ou à titre particulier, il est énorme et croissant. Oui. Donc dans les chiffres que vous citez, non. Est-ce que c'est volontaire ou... Alors non, c'est pas volontaire, sauf que le numérique aujourd'hui, à part jeter votre ordinateur, moi je suis sur la partie déchets, à part jeter votre ordinateur ou réemployer votre ordinateur ou recycler votre ordinateur, sur la partie déchets, on n'est pas le numérique ne génère pas de déchets. Hormis le matériel. Il génère des gaz à effet de serre. La partie matérielle de déchets du monde numérique, donc on va parler d'ordinateur, on va parler de téléphone, on va parler d'imprimante et ainsi de suite, est pris en charge par ce qu'on appelle une REP, responsabilité élargie des producteurs. Vous connaissez tous l'écosystème qui organise en fait un éco-organisme, il est financé par les fabricants. D'accord, qui rémunère une entité qu'on appelle un éco-organisme. Quand vous achetez un ordinateur, vous payez une quote-part pour cet organisme qui, lui, va organiser la collecte et le traitement de ces déchets. C'est l'éco-participation. C'est l'éco-participation. C'est l'éco-participation. On va en parler tout à l'heure au niveau des REP. Il y en a une importante qui arrive sur les déchets du bâtiment,
qui va être mise en œuvre, qui devrait être mise en œuvre très très bientôt. Quelles sont les nouvelles obligations réglementaires et comment y répondre? Donc la loi AGEC, transformer notre système en profondeur, est en vigueur depuis janvier 2020, avec des évolutions constantes dans le temps. En 2020, on avait déjà une obligation de trier en tant qu'entreprise 5 flux. Papier, carton, plastique, bois, DIB, métaux. Depuis 2022, se sont rajoutés 2 flux qui sont le plâtre et les minéraux. Les minéraux, ce qu'on appelle communément les gravats. D'accord. Aujourd'hui, une entreprise doit être capable de justifier le respect de ses obligations de tri. D'accord. Avant, on était sur du déclaratif, ou on était sur rien du tout d'ailleurs. Bien souvent, aujourd'hui, une entreprise doit justifier qu'elle trie bien ses déchets ou qu'elle confie le tri à une entité qui est capable de le faire, qui est agréée pour le faire. Et ça, alors, c'est vraiment avant d'envoyer en stockage, donc en enfouissement ou en incinération. D'accord. Il y a une obligation de tri en... Il y a une obligation, c'est-à-dire que je ne peux plus aller en stockage si je ne justifie pas d'un tri au préalable. Vous me dites si je suis pas clair. Hein. C'est voilà. Et donc pour la partie un petit peu pratico-pratique, comment on justifie? Alors en effet, il y a la possibilité de faire appel à un expert. Et si on veut internaliser ça, on va en parler. Donc il y a toute une partie réglementaire de documents à fournir avec une déclaration sur l'honneur, avec maintenant une obligation de caractériser ces déchets. C'est-à-dire que est-ce que je sais ce que j'ai dans mes déchets et quelle est la fraction valorisable? Est-ce que j'ai un contrat avec un prestataire X ou Y qui lui va trier à ma place et je dois tracer mes déchets. C'est-à-dire que je dois avoir un registre déchets qui dit que mon carton il est parti là, que mon papier il est parti là, que mes métaux sont partis là, que mon DIB, enfin déchet industriel banal, ce qu'on appelle le tout venant dans une déchetterie classique, est parti à cet endroit et ainsi de suite. Donc il y a un registre de déchets à fournir. On va y venir sur la réglementation pure. Autre sujet, c'est l'extension de nouveaux flux des filières à responsabilité élargie des producteurs, ce qu'on appelait les REP. Vous connaissez sûrement Aliapur pour les pneus, ou pas, mais il y a Aliapur pour les pneus qui est l'une des plus anciennes. On a Écosystème par exemple sur les déchets électriques et électroniques. Il y a un certain nombre de REP, on fera le détail tout à l'heure, qui vont de plus en plus émerger pour organiser la collecte et le recyclage de différents. On va parler des mégots, on va bientôt parler des chewing-gums, donc on va descendre vraiment dans le détail. L'obligation d'incorporer des matières recyclées dans les produits que les entreprises fabriquent, de plus en plus. Collecte séparée des biodéchets, ça c'est janvier 2024. Donc ça va concerner à la fois les entreprises, mais également les particuliers, les collectivités travaillent beaucoup dessus en ce moment avec donc les biodéchets, c'est ce qu'on appelle la fraction fermentescible de vos déchets. C'est tout ce qui est organique, les végétaux, la viande, les restes de repas et ainsi de suite. C'est le sujet en ce moment avec les composteurs. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs choix qui peuvent être effectués par les collectivités, dont les composteurs individuels sur les parties les plus rurales, ça semble une évidence, puisque ça, là, pour le coup, on supprime le transport, on composte en local et on retourne à la terre tout de suite. En termes de valorisation, il n'y a pas beaucoup mieux. Par contre, ça, c'est pas possible en ville. Donc il y a plusieurs problématiques. Et le renforcement de la traçabilité des déchets, puisque jusqu'à présent, les entreprises étaient relativement peu contrôlées sur ces sujets, voire quasiment jamais. C'est en train de changer fortement. Alors c'est une loi qui est vertueuse, hein, puisqu'on est vraiment sur la transition écologique, voire économique même, hein, puisqu'il y a également des opportunités qui émergent de cette loi. Mais c'est une loi qui peut être assez contraignante. Vous avez tous entendu parler, j'imagine, de la notion d'écocide. On parle de pénal quand on respecte on n'est plus sur du délit, on est sur du pénal. Hein, ça devient beaucoup plus contraignant. Vous m'arrêtez si je ne suis pas clair. Le timing. Maxime, tu fais le maître du temps. Olivier, on a une...
Écocide, c'est comme homicide. Alors, exactement, c'est ça. Un industriel qui déverserait dans la Loire des produits toxiques via un tuyau qui va bien, là on parle d'écocide, parce qu'il y a atteinte à la nature, atteinte à l'environnement, et ça sera sanctionné beaucoup plus lourdement que ça ne l'était. C'est-à-dire qu'avant on parlait essentiellement de sanctions administratives ou financières, là on parle de pénal. Je continue. Alors, le but, c'est vraiment sur la partie déchets, hein, de limiter le. Bonjour à toutes et à tous. Pardon, bonjour. Le but, c'est vraiment de limiter au strict minimum la partie enfouissement et la partie incinération. Donc, on parle de restrictions croissantes à l'accès au stockage et à incinération des déchets. Pour information, la métropole tourangelle est l'une des dernières métropoles à encore enfouir ses déchets à Sonzé. Alors c'est nous qui exploitons le site, mais le but c'est de passer vers plutôt de l'incinération d'ordures ménagères pour créer de l'énergie. Il faut savoir que les centres de stockage comme Sonzé sur le secteur, comme Chanceau-Préloche chez un concurrent, alors Chanceau ferme en fin 2023, il y a peu ou plus d'extension dans la durée de ces outils. Et la création d'un centre d'enfouissement qui est un site très technique, hein, parce qu'on doit éviter d'aller polluer et de faire des rejets, il y en aura plus. Ça veut dire que si on ne trie pas, on ne saura pas où mettre les déchets. Donc il n'y a pas le choix en fait. Et sur de l'économie de base, hein, plus c'est rare, plus c'est cher. Donc moi, on appelle ça un vide de fouille. Ils vont réduire au fur et à mesure. Donc pour y rentrer, ça sera beaucoup plus cher, de par ce qu'on appelle la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, qui était à 8 € il y a quelques années, qui est à 51 € cette année, qui passera à 65 € la tonne en 2025. Donc le but, c'est vraiment de taper au portefeuille, de limiter les outils pour obliger à trier. Voilà, le schéma, il est très clair. Après, c'est contraignant en termes d'organisation dans les entreprises, d'ergonomie, économiquement, mais il y aura pas le choix. Il n'y a pas le choix. Donc, pour les producteurs de déchets, obligation de tri préalable à toute élimination en installation de stockage de déchets non dangereux. D'accord, donc on est sur l'enfouissement. Toujours, hein, c'est préalable, c'est toujours lié au je n'enfouis plus, je n'incinère plus, ou j'enfouis moins et j'incinère moins. Justification de l'obligation de tri, donc l'entreprise est obligée d'émettre une attestation sur l'honneur et une caractérisation annuelle des déchets. Je reviendrai plus dans le détail sur ces deux sujets-là. Donc j'atteste sur l'honneur que je fais le tri, j'ai fait une déclaration sur l'honneur, ça a l'importance. Et deux, je sais ce que j'ai dans mes déchets. J'ai caractérisé, j'ai été voir ce que j'avais dans mes déchets. Pourquoi voir ? Voir, c'est comprendre, et comprendre, c'est commencer à agir. Pour faire référence un petit peu aux croyances et faut se mettre en action sur le sujet. Donc aujourd'hui, je suis un industriel, une entreprise productrice de déchets. Ça, c'est une obligation. C'est une obligation. Alors, ça l'était déjà depuis 2022. Là, les contrôles vont commencer à arriver. Ça a été renforcé. Réservation. Du déclaratif, il y aura des contrôles. Oui. Alors, il y en avait déjà. Après, les agents d'Adréal sont pas très très nombreux. Hein, donc, ils viennent. Nous, on est très contrôlés. Par exemple, nous, prestataires du déchet sur nos centres d'enfouissement, les centres d'incinération, le centre de tri de Montlouis-sur-Loire, qui est un gros centre de tri pour la région, on est contrôlés quasiment tous les ans sur ces sujets-là. Cette partie-là. Parce que les entreprises, oui, c'est ça. C'est parce que, en fait, les prestataires de traitement et de valorisation, en fait, il y en a pas énormément, puisqu'il faut c'est des outils qui sont, un incinérateur, c'est 100 millions d'euros d'investissement, hein, clairement. Donc, il y a relativement peu d'outils, et les flux sont concentrés sur ces outils. Donc, l'Adréal a choisi de contrôler à l'endroit où tous les déchets se rassemblent, en fait. Ce qui est logique, hein, avec des obligations pour nous, je vais en parler après. Il y a des sujets, alors il y a des textes d'application de la loi qui ne sont pas encore parus. Par exemple, la réservation préalable des capacités de stockage des résidus issus d'un centre de tri certifié performant, type le centre de tri de Montlouis. Je vais pouvoir, sur mon centre de tri de Montlouis, alors que je suis Suez, le centre de tri de Montlouis c'est Suez, c'est un exemple. Le centre d'enfouissement de Sonzé,
c'est Suez également. Donc c'est ma boîte. Pour envoyer des tonnages de mon centre de tri de Montlouis, Suez, à mon centre d'enfouissement, Suez, il faudra que je démontre que le centre de tri de Montlouis fait un tri performant avec des mesures réelles qui permettent d'envoyer à Sonzé un flux avec moins de 30% de fractions restant encore valorisables. Comment ça va être prouvé alors? Par de la caractérisation, je vais y venir après, mais par la caractérisation, où en fait, sur un échantillon, on vient trier à la main l'ensemble des différentes matières, les peser, et puis on regarde ce que ça donne à la fin. D'accord? Sachant que si vous avez une chiquette de papier, je viens du Nord, une chiquette c'est un petit morceau de papier, vous avez une chiquette de papier qui se retrouve dans votre poubelle, la matière c'est de la matière valorisable. Sauf que dans un process industriel, la chiquette de papier vous n'allez pas la chercher, hein. Elle part au DIB. Donc cette fraction qui ira encore en incinération ou l'enfouissement sur des petits, notamment une granulométrie qui est faible, il y en aura toujours, malheureusement. Sauf à trier à la source le mieux possible. Bon, on va y venir après. Vous m'arrêtez hein, si je suis... Ça va? Bon. C'est la même chose. Donc là, alors ça n'est pas encore paru, mais c'est vraiment dans les tuyaux. Pour les centres de stockage de déchets, donc teneur maximale en matière valorisable, c'est 30% dès 2022. D'accord, jusqu'à avant 2020, grosso modo, on pouvait mettre ce qu'on voulait dans un centre d'enfouissement. Alors chez Suez, on avait mis le HOLA bien avant, mais là, on est limité à 30%, ce qui est encore beaucoup. Hein. Ce qui est encore beaucoup. Ça, c'est essentiellement 30%. Pourquoi? C'est lié au process de fabrication. Quand vous avez du plâtre qui n'est pas, on en a parlé tout à l'heure, du plâtre qui n'est pas trié dans une benne de déchetterie. D'accord, il y a, on vous dit le papier, le carton là-bas, les métaux là-bas, les déchets verts là-bas, le plâtre dans le DIB, ce qu'on appelle le DIB. Ben, le plâtre, une plaque de BA13 qui se casse, pour aller la trier avec une pelle mécanique, c'est juste pas possible. Encore une fois qu'elle est cassée, en plus parfois c'est compacté, bah ça c'est de la fraction valorisable qu'on a beaucoup de mal à aller chercher pour réduire ces 30% en fait. D'où j'en reviens toujours au tri à la source, qui est la meilleure façon de faire. Et maintenant, tous les centres de stockage, des installations de stockage, ont des caméras de plus en plus reliées à l'intelligence artificielle, et si c'est pas le cas, ça va le devenir, pour aller évaluer la fraction de valorisable qui reste au-dessus du camion. Alors on peut cacher en dessous du camion, dans les flux industriels ça se fait pas, mais pour aller évaluer si il y a un contrôle, si le contrôle est fait en entrée de site, et deux, qu'est-ce que donne ce contrôle, avec une obligation de traçabilité. Donc clairement, baisse des capacités globales de stockage au niveau de la France. L'objectif c'est 50% de moins à l'horizon 2025. 50% de moins sur la métropole tourangelle, par exemple, ça veut dire qu'on ne sait pas quoi faire des déchets de la métropole tourangelle. Donc, il va y avoir des projets. On parle de combustible de substitution, de recyclage, le CSR. On parle probablement d'un outil d'incinération d'une façon ou d'une autre sur la métropole tourangelle. On parle des biodéchets qui représentent un gros volume. Parce que c'est lourd, on est sur des métiers où on parle de densité de produits. Biodéchets, c'est beaucoup d'eau, en fait, donc c'est lourd. Ça, c'est aussi une fraction qui doit être retirée de ce qui part en enfouissement ou en incinération. Moins 50%, on parle, pour les entreprises qui génèrent beaucoup de déchets, ça leur parle. Ils se disent, mais où est-ce qu'on va aller? Comment on va faire? Contrôle croissant sur les flux triés, donc les contrôles vont être renforcés, et majoration de la TGAP de 110 € en cas de flux non autorisé. C'est 110 € de plus. Aujourd'hui, la TGAP, c'est vous produisez 1 tonne de déchets, il y a le coût de traitement qui est facturé par industriel, nous par exemple, et en plus, il y a une taxe qui est de 51 € la tonne en enfouissement, de 13 € la tonne en incinération. Si le tri n'est pas respecté, la taxe passe de 51 à 110 €, donc 161 € la tonne. Voilà. Et nous, si ça arrive sur nos sites, effectivement, on répercutera la taxe.
D'où l'obligation de contrôle en entrée de site, de déclassement pour les professionnels du déchet. On parle souvent de déclassement ou de décote humidité donc on doit avoir un système qualité, donc notamment une réception matière qui permet de prouver qu'on a évalué ce qu'il y avait dans la matière et qu'on était conforme. Et on est aussi là pour se parler en toute franchise, mettre des obligations de la contrainte, c'est bien, mais il faut qu'il y ait des solutions de disponibles. Parce qu'après, en effet, tu dis, on va être imposé à réduire de moitié nos déchets aujourd'hui. Mm-hmm. Il va bien falloir en faire quelque chose. Donc Oui, on peut aller vers de la dérive. L'idée, c'est pas qu'on aille sur ces sujets-là, donc il faut qu'il y ait des solutions rapidement mises en place par les collectivités. Alors, par les collectivités, par les industriels, sur l'éco-conception des produits également. C'est-à-dire qu'il y a toute la partie, et je vais y venir, mais il y a toute la partie amont aux déchets. C'est comment j'achète, quelle matière je choisis pour produire, les biens que je dois produire. Et il y a la partie économie circulaire. On va y venir, mais en fait, on agit sur des scopes. On appelle ça, il y a 3 scopes. Il y a le scope amont par rapport à une entreprise. Le scope amont, c'est-à-dire que je vais acheter de la matière première. Cette matière va être transportée pour approvisionner mon usine. Mon usine va fabriquer et consommer, et produire du GES à travers l'énergie que je vais consommer pour produire. Et puis derrière, mon produit, je vais le vendre. Donc là encore, je vais consommer, je vais transporter pour aller alimenter un magasin, par exemple. Et puis, il va falloir que je gère la fin de vie du produit et le déchet que deviendra ce produit. Donc ça, c'est les 3 scopes en fait qu'on utilise. On va y venir après. Tout ça, ça doit être de plus en plus intégré très en amont pour limiter l'impact et pour réduire la fraction de déchets en fait. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on produit pas. Oui. Alors, et après, tu vas m'obliger à faire du commerce. Des solutions, on en a beaucoup, notamment à travers les prestataires. Bon, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le déchet ne se délocalise pas. Ou peu. Ou, en tout cas, ça serait un non-sens écologique de se dire, je produis un déchet dans le 37, en Indre-et-Loire, et je vais aller le faire traiter à Marseille. Ça n'a pas beaucoup de sens en termes de GES. Donc, il faut qu'il y ait des solutions locales. On va parler d'économie circulaire, on va parler d'outils. Bon, et aujourd'hui... J'avais une question, mais je pense qu'on attendra un peu la fin. Il y a quand même des fausses croyances où on a tous ces conteneurs qui partent, qui quittent le continent pour aller ailleurs. Donc, alors il y a oui, tout cet imaginaire. Sur des îles de déchets. Voilà, alors, il y a les gens qui ne respectent pas la réglementation. j'attendais la fin Non, mais pour en parler. il y a effectivement, mais on voit régulièrement des affaires où les gens ne respectent pas la réglementation, d'où ces contrôles croissants pour supprimer ces mauvaises pratiques. C'est la première chose. Et après, les containers qui partent à l'export, on a tout ce qui est matière valorisable et recyclée, notamment les plastiques, où aujourd'hui, alors la France commence Suez vient d'en ouvrir un à Landemont, commence à construire des usines de plasturgie en fait pour réutiliser le plastique et le retransformer. Mais aujourd'hui, la majeure partie du plastique recyclé partait à l'export. On est en train de réinternaliser alors pas le recyclage, mais la production de matières premières secondaires en France. Mais effectivement, le carton peut partir en Espagne, peut partir en Turquie, peut partir... Bon, alors, sur l'Indre-et-Loire, on a une chance, c'est qu'on a un gros papetier qui s'appelle Palme à Descartes, qui est, nous, l'un de nos plus gros repreneurs de carton. Donc là, pour le coup, on a une boucle circulaire vraiment sur le 37. Et d'ailleurs, lui nous renvoie ses déchets de fabrication. Donc on est vraiment sur une boucle vertueuse. Mais on va y venir à ces sujets-là. Quelles sont les solutions ? J'y viens. Les solutions, elles passent par le tri 7 flux. Pourquoi ? Voilà. Donc là, on a une obligation de trier à la source. C'est l'une des solutions qui est contraignante, mais c'est l'une des solutions. Contraignante, en fait, il y a un vrai sujet en ce moment pour les entreprises industrielles. Le stockage en est un. Et la disponibilité de surface dans le cadre de développement, c'est un vrai sujet. Donc, si je comprends bien, l'objectif, ça va être de trier à la source, d'affiner son tri. Par contre, il va falloir être en capacité de le faire et avoir la surface disponible pour le faire. Oui, donc on est à la fois sur des sujets humains, puisqu'il faut former le personnel. On est sur des sujets de foncier. Est-ce que j'ai la place d'eux ?
On est sur des sujets logistiques. Est-ce que ça a du sens d'aller déplacer un camion qui fait, pour un petit camion, 10-12 litres au 100, pour un gros camion, 40 litres au 100, pour aller chercher 100 kilos? Comment je mutualise? Donc, il y a tous les aspects logistiques, l'organisation logistique. Parfois, ça a du sens d'y aller pour 100 kilos quand c'est un petit producteur. Parfois, ça n'en a pas. Donc, en fait, il y a de la place pour l'ensemble des schémas logistiques possibles. Mais il faut les imaginer et les mettre en œuvre. C'est-à-dire un industriel qui a 4 hectares, il prévoit sa déchetterie. C'est-à-dire qu'il a ses bennes, on parle de flux par 30 mètres cubes, et des bennes de 30 mètres cubes, des compacteurs à déchets, du personnel pour trier sur place, qui est dédié à ça, à les collecter dans l'usine et trier. Sur une PME, ici, on est sur des TPE, des PME, on est de la TPE, de la PME. Une seule personne dans la boîte. J'ai même pas la place pour mettre un bac. Faut que je le laisse dehors, mon bac. Alors, plusieurs choses. Quand une TPE, une PME produit moins de 1100 litres de déchets par semaine, c'est la collectivité qui prend en charge. Voilà, ça c'est la loi française. Il y a quand même l'obligation du tri à la source. Alors, il y a l'obligation de trier comme la collectivité a imposé le tri sur la zone. En général, vous avez le bac noir, le bac jaune, donc le sélectif d'un côté et ce qu'on appelle les ordures ménagères de l'autre. Va se rajouter à ça la partie biodéchets bientôt. Donc, en dessous de 1100 litres, TPE, PME, TPE, TPI, c'est la collectivité en général qui va prendre en charge. Au-dessus de 1100 litres, il y a un certain nombre de moyens qui permettent de collecter, soit avec un système de bacs sur roulette, sur des petits flux, une collecte mutualisée, soit sur de la caisse palette, soit sur du big bag, soit et là il y a un certain nombre de prestataires qui sont complémentaires, qui permettent de mettre en place différents schémas logistiques, je vais dire ça comme ça, avec du contenant qui va de 120 litres à 30 mètres cubes en fonction de la place disponible. Donc il y a un certain nombre de solutions qui existent. Aujourd'hui, les déchets sont collectés, grosso modo. On a encore des dépôts sauvages, beaucoup trop, mais les déchets sont collectés. Donc je reviens à mes 7 flux. Obligation de trier pour une entreprise, le papier, papier carton, le verre, les plastiques, les métaux, le bois. Alors le bois, il y a 2 catégories, mais le bois en général. Le plâtre, ça c'est nouveau. Les déchets inertes, ça c'est nouveau. C'est nouveau. Ça existe depuis longtemps, mais donc on est sur les gravats. Ça c'est une obligation. Toutes les entreprises qui produisent plus de 1100 litres par semaine. D'accord ? C'est la loi. Ah ben ouais, mais j'ai pas la place pour le faire. Moi, mais j'ai pas le temps, mes gars, ils ont mal. J'ai pas le temps. Mettez-moi une benne de 10 mètres cubes. Je mets tout dedans. Je peux faire que ça. Ok. Dans ces cas-là, je vais passer par un centre de tri qui va faire à ma place. Mais je passe un contrat avec un prestataire. Voilà. C'est quel qu'il soit. Mais je dois passer par un centre de tri qui va trier à ma place. Et c'est le centre de tri qui me fera ma caractérisation annuelle et qui certifiera qu'on a bien la déclaration 7 flux, qu'on a bien trié les déchets du prestataire. C'est-à-dire que lui, si je ne fais pas ça, je ne peux pas aller en enfouissement. Je ne peux pas aller en incinération pour tout ce qui n'est pas valorisable. Est-ce que c'est clair ? Pas d'accès à son que la collecte doit être séparée entre le plâtre et les autres typologies de déchets, même si, parce que du coup on ne peut pas mettre le plâtre avec les autres déchets, c'est pour ça qu'il faut prévoir 2 contours différents, normalement dans le cadre où on fait du bâtiment. Oui. Alors dans le cas du bâtiment, parce qu'il y a le BTP qui est une réglementation encore à part, avec une REP là qui va émerger, où le plâtre doit être séparé. Le problème du plâtre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que s'il n'est pas séparé, il se casse, c'est de la farine, et ça part partout. Donc oui. Alors c'est là où la loi, elle est encore spécifique, c'est dans la limite des 30%. Voilà. Moi en interne, je suis Suez, mes centres d'enfouissement me tapent sur les doigts en me disant j'en ai marre de ton plâtre. Parce que, et ils ont raison, parce que sur de l'incinération, ça va générer, sur un incinérateur, on a un traitement de fumée qui est assez élaboré. Dans 50 ans, on dira qu'on était inconscient et qu'on polluait encore trop. C'est ce qu'on dit des incinérateurs d'il y a 50 ans, c'était les sujets de dioxine et ainsi de suite. Bref, il y a un traitement de fumée. Le plâtre vient pourrir le traitement de fumée. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de rajouter de l'acide chlorhydrique et un certain nombre de fluides pour rabattre les taux notamment les taux de soufre. Pareil sur un centre d'enfouissement. Aujourd'hui à Sonzay, le centre d'enfouissement produit du biogaz. D'accord ? Le plâtre vient vient réduire la production de biogaz en fait, à cause du soufre. Donc le plâtre c'est un vrai sujet. Oui, on va faire une alvéole à Montlouis.
Donc, qui est concerné alors, oui, la partie biodéchets, ici, qui est concernée, toutes les entreprises qui produisent plus de 10 tonnes par an de biodéchets seront obligées de mettre en place une collecte spécifique des biodéchets. Juste pour se rendre compte, 1100 litres par semaine, moi je ne me rendais pas compte, alors j'ai fait un petit calcul rapide, vous devez voir c'est 120 litres. Donc on est sur 9 baignoires remplis de déchets. Ça représente en ratio une entreprise de quelle taille, de combien enfin, après ça dépend des domaines aussi, mais Ouais. si on prend l'industriel, imaginons, petite boîte industrielle, 10 personnes, est-ce que ça produit en moyenne? Petite boîte industrielle, plus de 10 personnes, elle doit organiser autrement ses déchets. 1100 litres, alors ça dépend, c'est compliqué parce que ça dépend de l'activité de l'entreprise. Voilà. Ça dépend de l'activité de l'entreprise, ça dépend de ce qu'elle, est-ce qu'elle a beaucoup de carton ou de plastique, ou là, ça prend tout de suite du volume. On est sur des sujets de densité, hein. Donc ça pèse pas lourd, mais ça prend beaucoup de place. J'ai pas de réponse exacte à ce sujet. On est dans le cadre de vraiment de l'entreprise de 2 à 5 personnes, à peu près, maxi. 1 à 5 personnes, on va dire. Après, c'est très variable en fonction de la typologie d'activité. Qu'est-ce que je fabrique? Qu'est-ce que je produis? Si je ne respecte pas, la sanction encourue, c'est 75 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Donc, emprisonnement, on dit pénal. On est sur du pénal. Donc, la loi est beaucoup plus stricte. Obligation de Suez par rapport à ses prestataires, on est obligé, quand vous passez chez nous, de vous fournir une attestation de valorisation annuelle. Vous avez respecté, on fait une caractérisation sur vos flux et on a pris en charge conformément à la réglementation. On parlait du déclaratif tout à l'heure. On est sur ce sujet-là où il faut quand même que le chef d'entreprise fasse cette déclaration sur l'honneur. Le chef d'entreprise doit faire la déclaration. J'arrive, j'ai la liste des documents que le chef d'entreprise doit fournir. Le chef d'entreprise, le producteur de déchets est responsable du déchet, quoi qu'il arrive, de la production à l'élimination finale. Quoi qu'il arrive. Et même après l'élimination finale, il pourrait être inquiété en disant « mais attendez, sur cet apport-là, on s'est rendu compte qu'il y avait un souci ». Il faut savoir qu'un centre d'enfouissement comme Sonzé, je prends l'exemple de Sonzé, le jour où nous, on va le fermer, fin 2028, 2029, 2030, on verra, mais l'ordre de grandeur, c'est ça. Nous, on a 30 ans, après la fermeture d'exploitation du site, on a 30 ans de suivi du site. Suivi analyse d'eau, analyse d'air, toute la partie géologique. Si on se rend compte qu'il y avait une bâche qui fuit et ainsi de suite, on est obligé de faire des travaux de TP. On a un suivi trentenaire qui est obligatoire. Faut savoir que nous, quand on exploite un site comme celui-là, on provisionne des sommes financières pour ce suivi trentenaire et les travaux qu'on devra faire pendant les 30 ans pour maintenir le site, pour le rendre à la nature. Et ça veut dire que si on prenait sur un site du déchet dangereux, par exemple, liquide dangereux, un jour ou l'autre, on va le retrouver dans les effluents, un jour ou l'autre, et là, on a une garantie financière à pouvoir mettre sur la table en disant, on a été pollueur, on n'a pas respecté la réglementation, bim. Et là, on parle de millions, Donc, de façon commune, il faut respecter la réglementation. Du producteur à l'éliminateur, c'est l'intérêt commun. Et je parle même pas de la partie environnementale, je parle vraiment de la partie économique. Je vais arriver aux éléments de réglementation. Je vous parlais des REP, responsabilité élargie du producteur. Donc ça, c'est écosystème, Alia Pur, c'est les éco-organismes qui sont financés par les producteurs de produits. Je fabrique une machine à laver, je vais financer l'écosystème, par exemple. Je suis Michelin, je fabrique des pneus, je vais financer l'organisation de la collecte et du traitement des pneus à, en fait, un bureau d'études qui va lancer des consultations et des appels d'offres vis-à-vis de prestataires privés. En fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est clair tout ça pour vous? Ok. Le premier, c'est les emballages. Vous savez, le petit triangle qu'il y avait sur le... ça, c'était le premier, c'est le lancement des collectes dites sélectives par les collectivités, 1993. D'accord. Donc tous les producteurs d'emballage ont financé en fait une partie de la collecte de votre bac jaune chez vous, du recyclage et du tri en centre de tri.
2001, les piles, les accumulateurs, produits de l'agrofourniture, 2001, c'est tous les phytosanitaires. Les bidons utilisés de produits phytosanitaires utilisés par les agriculteurs, c'est des produits qui sont dangereux pour l'environnement en concentration importante. Donc ça a été organisé dès 2001. 2004, les pneumatiques, je vais pas tous vous les faire, hein, mais là il y a ce qui est à venir, les emballages professionnels, les engins de pêche, les filets notamment, qui polluent les océans de façon importante. Les gommes à mâcher, je vous parlais des chewing-gums, bah ça aussi, ça se dégrade pas dans la nature. Le textile sanitaire, on parle des masques. Alors, on parle des masques, on parle de tout ce qui est blouse. Sur blouse, c'est tout ce qu'on appelle les non tissés dans le jargon hospitalier, les vêtements non tissés, qui sont principalement du synthétique, qui ne se dégradent pas non plus dans la nature, où aujourd'hui, les plasturgistes n'en veulent pas. D'accord. N'en veulent pas parce que c'est un complexe. Les plastiques, c'est très compliqué. Hein. Un plastique a de la valeur quand il est unique, c'est j'ai la même résine. Si j'ai un mélange de résine, ça vaut rien. Et à les trier, c'est très compliqué. Les emballages ici, bon, je vous passe le détail. Les jouets, ça y est, c'est parti. Les articles de sport et de loisirs. Donc tout le monde lance les mégots. Tout le monde, tous les fabricants ont obligation de lancer une REP. On arrive à du recyclage par objet, et non plus par matière en fait. Quasiment. Oui, par type de fabricant. Par type d'industrie. Parce que le jouet, on aurait tendance à dire on est sur du plastique, en grande partie, et puis jouer, c'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est repris dans ce qu'on appelle écomobilier. Donc, quand vous allez en déchetterie, vous avez une benne avec les meubles de jardin, le mobilier, les jouets depuis 6 mois. Nous, on a le contrat sur l'Indre-et-Loire. On le trie en 5 flux sur Montlouis. On va supprimer on va trier le bois, les matelas, ce qu'on appelle les rembourrés. C'est tout ce qui est canapé, ainsi de suite. On va extraire la ferraille, ainsi de suite. Depuis 6 mois, il y a les jouets qui sont là-dedans. La problématique des jouets, c'est que j'ai du plastique, j'ai du bois, j'ai des métaux, et j'ai un gros sujet qui sont les piles lithium. Où là, c'est départ d'incendie toutes les semaines. Alors, on est organisé pour, mais le problème du pile lithium, et c'est tout petit, hein, qui fuit, c'est que nous, on travaille avec des pelles mécaniques. Métallique sur dalle béton, il y a des étincelles, hein, une étincelle sur une fuite de pile lithium, ça part, mais de suite. Donc bon, derrière il y a des outils aussi à mettre en œuvre. C'est dans le cas où on a jeté le jouet électronique avec la pile. C'est ça. Il faut retirer les piles. De toute façon, en général, les piles c'est très polluant. Voilà. Tu peux pas retirer. Et sur un jouet qu'on peut pas retirer, et c'est une question. Pour moi, c'est un déchet dangereux. Mais pas, c'est pas reconnu en tant que tel au sens de la loi. Donc il y a encore des zones compliquées. Mais si on peut la retirer, il faut la retirer. Oui, bien sûr. Pour un timing, Laurent, j'y vais tout de suite. 9h45. On a dit quelle heure ? On a dit 10h. On a dit 10h. Alors là, on rentre vraiment dans la réglementation, les nouveaux documents qui étaient à demande, Maxime. Quelles sont les obligations réglementaires pour les producteurs de déchets ? Donc, en tant qu'entrepreneur, je suis producteur de déchets. Donc, j'ai l'ensemble de ces obligations à respecter. La première, c'est une attestation sur l'honneur. Que je fais mon tri si je veux aller en enfouissement. C'est toujours pareil. D'accord ? Si je demande à accéder à un enfouissement ou à un incinérateur, j'atteste que je fais mon tri. D'accord ? Ou j'atteste que j'ai délégué mon tri à une entreprise. Rapport de caractérisation. Réaliser un rapport annuel de caractérisation des déchets apportés dans l'installation de stockage. Si je vais en direct en centre d'enfouissement ou un incinérateur, je dois prouver que j'ai 30% j'ai moins de 30% de valorisables dans mes apports. Ok ? Pour ça, je dois faire une caractérisation. Le décret d'application était en attente, et comment on utilise et quelle est la méthode de caractérisation ? Parce que ça, le gouvernement nous a dit, il y a une caractérisation à faire, d'accord, mais quelle est la norme ? Est-ce que c'est du visuel ? Est-ce que je prends une photo en disant, bon, voilà, je pense que c'est ça, c'est interprétable ? Est-ce que c'est volumétrique ? Est-ce que c'est massique ? Est-ce que je pèse ? Ainsi de suite. Donc là, c'est tombé début de semaine, on vient d'avoir la méthodologie. Donc je ne l'ai pas encore intégré et assimilé complètement. Nous, on part d'office pour nos clients, on part sur des caractérisations
massique, parce que c'est la seule qui veut dire quelque chose. Quand on parle de 30%, c'est 30% en poids. Hein. Donc il faut peser. Donc ça va être une obligation. C'est une obligation, pardon, à partir du moment où je vais envoyer mes déchets directement en incinération ou en enfouissement. Registre des déchets. Donc là, techniquement, il va falloir peser avant de mettre dans la benne et tenir un. Alors, soit vous le faites vous-même, soit l'entrepreneur le fait lui-même. Bon, est-ce que j'ai la place? Est-ce que je suis équipé? Est-ce que mes salariés vont vouloir merde, c'est une poubelle, j'y vais pas. Bon, soit je le délègue à un prestataire qui sait faire, qui est équipé pour. Ok. Les deux sont possibles. Nous, on fait super bien. Donc voilà. Et du coup, dans ce cas-là, c'est le prestataire. Dans l'exemple, on va fournir la caractérisation. Voilà, on va fournir le rapport de caractérisation qui sera dans l'alias documentaire de gestion des déchets. Okay. Registre des déchets, ça clairement, ça c'est une obligation depuis longtemps, mais c'est j'ai produit X tonnes de telle matière qui est partie de tel endroit, tel jour et qui a été vidée à tel endroit dans un centre agréé. Donc ça c'est toute la partie traçabilité. Donc là on tient un cahier de registre et c'est ça. Alors après de plus en plus les prestataires quels qu'ils soient sont capables de vous préparer quelque chose. Voilà, ça peut être du Excel, hein. Ça peut être du Excel tout simplement. Il y a des versions numériques, tout le monde s'équipe de versions numériques pour pouvoir. Track déchets par exemple, ça peut en temps. Alors track déchets, c'est un lien sur la traçabilité. Track déchets, ça gère les bordereaux de suivi de déchets. D'accord. Alors normalement avant le bordereau de suivi de déchets était obligatoire pour les déchets dangereux, mais pas pour les déchets non dangereux et pour une partie des déchets du bâtiment. Voilà. Track déchets aujourd'hui, en fait, c'était du papier. Donc un bordereau de suivi de déchets, c'est je suis l'entreprise Tartampion, j'ai produit 3 tonnes ou 3 mètres cubes de tel type de déchets, c'est le transporteur Intel qui me l'a transporté et c'est l'entreprise Intel qui a traité le déchet à tel endroit. C'est ce qu'on appelle le bordereau de suivi de déchets. C'est plus pour la question de transport ou logistique quoi du déchet. C'est pour avoir quel est le point de départ, quel est le producteur, quel est le traiteur et comment ça s'est passé au milieu. Okay. Avec la date, les tonnages. Et en fait, quand une DREAL fait un contrôle sur un site, elle vient vérifier que moi je dois avoir un journal fil de l'eau complet des apports, code matière par code matière, enfin code déchet par code déchet. Elle se dit, avec le registre déchets de telle entreprise, tiens, ils sont venus chez vous, montrez-moi tous les apports et est-ce que ça match? Et si ça ne matche pas, problème. Est-ce qu'on a les mêmes caractéristiques et puis les mêmes données, quoi? Est-ce qu'on a le bon code matière? Est-ce que c'est la bonne date? Est-ce que c'est le bon poids? Est-ce que c'est le bon transporteur? Voilà. Très bien. Il faudrait presque qu'il y ait un tiers qui gère pour le compte de l'entreprise ce type de registre-là. Je ne sais pas si ça se fait peut-être déjà. Alors nous, on le fait. Oui. On commence à le faire. Alors ça dépend des volumes, hein. Ça dépend des volumes effectivement, mais on commence à le faire. Les experts comptables, non? C'est pas ce genre de missions qui sont. Vous pouvez valoriser les... Tenir un registre. Après, c'est pas très compliqué. Ouais, Hein. c'est pas. On connaît les infos qu'on nous les donne. On a beaucoup d'entreprises où c'est l'accueil, par exemple, qui va gérer le suivi déchets parce que la benne est pleine, je la commande à mon prestataire, il vient tel jour, je signe le document, le chauffeur se présente avec son bon d'intervention, je dois enlever la benne de carton là, je signe et puis je rentre le 30 juin, l'entreprise Suez est venue collecter mon déchet à telle date et j'ai le retour d'information. Aujourd'hui, on numérise beaucoup. Aujourd'hui, vous savez, chez Suez, par exemple, le client, c'est à partir du moment où le déchet a été vidé, il reçoit un mail en disant que votre déchet a été pris en charge à tel endroit. Sur un tableau Excel suffit pour ça. Hein. À partir du moment où il y a toutes les informations. Et ensuite, l'attestation de cette flux, comme quoi vous avez réalisé votre tri à la source ou vous l'avez délégué à un prestataire. Ça, c'est le document obligatoire. Ça va ? Il nous reste 9 minutes. Je savais que j'allais déborder. Bon, là c'est le détail, mais je viens de vous faire la synthèse sur les différents sujets, avec l'attestation sur l'honneur qui est obligatoire, réaliser un rapport annuel de caractérisation que vous faites vous-même en allant télécharger sur le site du gouvernement la méthodologie et la trame, ou que vous déléguez à un prestataire.
En général, ça vous coûte déléguer un prestataire, c'est un métier quand même. Attestation sur l'honneur, donc je m'engage à donc toujours hein, avant d'emmener, si je veux amener mes déchets sur un centre d'enfouissement, j'ai une attestation sur l'honneur. Rapport de caractérisation, on en a parlé. Je vais changer de présentation. Vous allez me dire, mais comment on fait? C'est ça. Où est-ce qu'on les dépose tous ces documents? Alors, vous les déposez nulle part, vous les tenez à disposition. C'est en cas de contrôle, C'est en cas il de faut être à contrôle. disposition des autorités. Ouais. Exactement. Nous, on a reçu un mail de Suez de nous invitant à mettre à jour notre registre des déchets. Oui. Oui, le portail client avec un portail sur lequel vous avez en fait toute votre traçabilité avec des requêtes et des tableaux Excel qui vous permet de... Et après, on les garde en interne. Alors, On les dépose pas sur le portail client. moi, je préconise. Alors, le portail client, en fait, c'est un outil qui vous permet de tracer, de faire des requêtes, de calculer votre taux de valorisation. Moi, je préconise pour une entreprise, mais c'est mon métier, donc je suis un peu picousé à ça, mais de faire un rapport annuel de sauvegarder. Une version papier, une version numérique. Version papier, il faudra la supprimer un jour ou un autre, mais d'avoir une version sauvegardée numérique qui vous permet parce que le portail client, le jour où vous partez chez Paprec, ce serait une mauvaise idée, mais pourquoi pas, l'accès au portail client s'arrête. Donc, il faut garder une version numérique de votre côté. Mais l'outil permet de le faire d'ailleurs. Ça, je voulais présenter. Pardon. Ça, on l'a vu. Les leviers pour répondre aux évaluations réglementaires, c'est comment je fais concrètement dans l'entreprise. L'idéal, c'est avant tout de renforcer le tri. Si vous avez la capacité de faire le tri en interne dans votre entreprise, faites-le. C'est ce qui vous garantit la meilleure conformité réglementaire, le meilleur coût économique, enfin le meilleur coût, on parle de pépettes, d'euros, et la meilleure protection de la planète. Voilà. Si vous pouvez le faire, faites-le. C'est valorisant. Faut donner du sens aux salariés. Sont des sujets. Alors il y a encore quelques réfractaires, et quelques climato-sceptiques. Ça existe encore. C'est pas grave. Mais faut pas y aller sous le prisme de la contrainte, mais sous le prisme de c'est dans l'air du temps, c'est utile, c'est valorisant. Laurent, je te coupe. Juste deuxième fausse croyance. On a toutes ces personnes qui disent mais ça sert à rien. Ça va être trié. Pourquoi on trie? On entend ces choses-là encore. Hein. Alors, Et puis on peut entendre aussi, on trie à la source et finalement on c'est met tout mélangé. dans la même benne. Alors, il y a eu comme partout des mauvaises pratiques. Voilà. Alors la mauvaise pratique, c'est pas la règle pour continuer à vivre. Quand la mauvaise pratique, c'est une mauvaise pratique, donc on la supprime. Et là, avec la réglementation, de toute façon, si ça existait encore, ça n'existera plus. La deuxième croyance qui est de mais ça sert à rien, enfin grosso modo, ça va être il y a quelqu'un qui va le faire pour moi. Oui. C'est vrai. Mais moi, en tant que patron d'entreprise, ça va me coûter cher. Hein. Et si c'est pas fait, je vais me prendre 160 € la tonne de taxes. Et puis donc, à un moment donné, ça sera du pénal. Et à un moment donné, ça pourrait être du pénal, effectivement. Donc là, pour les gens les plus réfractaires, je pense qu'il faut les prendre par l'aspect économique des choses. En disant, bah les gars, moi je voulais vous donner une petite prime en fin d'année. J'avais prévu de payer 5000 balles de déchets sur mon compte d'exploitation dans l'année, j'en paye 7000. Bah les 2000 balles, je peux pas les distribuer. Voilà. Pourquoi pas? Ça, c'est pour les gens réfractaires. Oui. Pour les gens qui veulent accompagner, il faut donner du sens en expliquant que c'est réellement utile, c'est de parler de bilan carbone individuel, il faut prendre sur l'aspect positif des choses. Quoi. Donc là, c'est organiser, sensibiliser, former et engager les Former, collaborateurs, expliquer, faut expliquer, faut essayer d'être le plus positif possible. Alors pas que, hein, parce que les gens qui sont réfractaires, puis comme ça, il y a un moment, on comprend pas, faut quand même mettre l'église au milieu du village et parler vrai. Mais ça commence par la sensibilisation, évidemment. Alors, il y a plein de leviers. Hein. C'est les gars, c'est une économie. Ou les gars, les filles, pardon, c'est une économie. Économique, on parle d'euros, on parle de bilan carbone, on parle de planète, on parle là, quand on parle de sécheresse en ce moment qui va nous tomber dessus, quand on parle de réchauffement climatique, si les gens sont pas d'accord, c'est tout, c'est peine perdue, mais du coup, je vous laisse pas le choix. Hein. Vous faites ce que je vous demande. Voilà, mais de toute façon, oui, il y a quelqu'un d'autre qui fera à ma place.
mais ça va me coûter cher. Voilà. C'est la meilleure solution. Et le résiduel, une fois que j'ai fait mes actions de tri, le résiduel, c'est si possible aller le plus en valorisation énergétique, donc en incinérateur. L'incinérateur qu'on exploite à Blois, par exemple, il chauffe 2 quartiers complets de Blois avec un réseau de vapeur. Bon, là on est sur de la tonne, on émet du CO2, mais on évite de l'émission de CO2 via un chauffage gaz, un chauffage au fioul. Donc il y a 4 piliers, hein. C'est la conformité réglementaire. Est-ce que je suis conforme à la loi? Si je suis conforme à la loi, j'ai baissé les émissions de CO2, ou j'ai évité de la tonne de CO2. Clairement. Si je suis conforme à la loi, normalement, la loi elle est faite pour éviter l'émission de GES. J'ai maîtrisé mon budget, c'est-à-dire les déchets me coûteront moins cher, ils coûteront toujours trop cher, mais ils me coûteront moins cher. Je sais ce que j'ai fait de mes déchets. Commercialement, pour une entreprise, ça a beaucoup de sens. Alors, il ne faut pas tomber dans le greenwashing, ce qui est punissable maintenant, mais je suis capable de montrer à mes clients que je suis une entreprise responsable et que je fais gaffe à la planète. Voilà. Pour information, on vient nous de prendre un gros marché avec LVMH dans le 45. On l'a gagné pas sur le prix, on l'a gagné sur l'impact environnemental et sur le progrès qu'on leur proposait. D'accord, en disant, on va faire un bilan carbone, et puis tous les ans, on ne sait pas où on va aller. Mais tous les ans, on va faire le point pour savoir si la gestion des déchets, je ne parle pas du reste, mais la gestion des déchets, vous a permis de diminuer votre impact carbone. Bon. Et pour ça, il faut mesurer. Comme partout, la partie déchets, c'est un sujet qui doit être mesuré en entreprise. On mesure tous maintenant dans une entreprise, sauf les déchets. C'est dommage. Parce que sur la data, un peu partout, effectivement, vous parliez tout à l'heure des caméras IA sur les bennes. Oui. Je pensais que c'était justement pour évaluer, pour essayer d'avoir un certain chiffrage de ce qu'il y a dans la benne, mais c'est plutôt pour du contrôle. Aujourd'hui, c'est du contrôle. Alors, l'IA je mets une benne au sol pour faire une caractérisation. Je pourrais la déléguer à une intelligence artificielle, ça serait super. Sauf que c'est hyper complexe et que même l'intelligence artificielle n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on est sur des déchets. Quand j'ai dans une benne du bois, de la ferraille, du plastique, j'ai une quantité de matière qui n'a pas la même densité et qui n'a donc forcément pas la même volumétrie et qui est complètement en mélange. En fait, ça donne à chaque fois quand on fait le truc avec une intelligence artificielle et qu'on veut comparer en pesant, rien à voir. Et d'une benne à une autre, ça change. Donc, on n'est pas encore prêt. Ça va venir, mais on n'y est pas encore. Donc, ChatGPT, pour l'instant, pas chez nous. Ça viendra. Voilà, sur les piliers, vous êtes conforme à la réglementation, vous avez économisé de l'argent, enfin évité d'en dépenser en tout cas, donc j'évite du gaspillage pour le coup, vous êtes conforme, vous contribuez à éviter d'émettre des gaz à effet de serre. Il est 10h tout pile, hein. Moi je peux continuer. Caractérisation des déchets, juste, donc nous on la propose. Donc c'est une méthode d'évaluation pour augmenter votre performance environnementale et réduire la part des déchets en enfouissement. L'enfouissement, ça coûte cher. À quoi ça sert? La caractérisation permet de quantifier la présence de matières valorisables et non valorisables à l'issue des opérations de tri à la source chez le producteur. Donc on vient clairement, une tonne que vous allez mettre en enfouissement, ça va vous coûter 180 € la tonne tout compris, grosso modo. 180 € la tonne. Si dans cette tonne, vous avez 50% de carton, vous pouvez le vendre en fonction du cours, vous pouvez récupérer entre 40 et 80 € la tonne en ce moment, mais ça change, de recettes. C'est qu'on vous les paye. C'est dommage, ça dépend des cours, j'ai dit. C'est quand même débile économiquement de se dire, je vais jeter quelque chose qui a de la valeur. Je ne parle pas des métaux, je ne vous parle pas des plastiques. Ça n'a pas de sens. Un patron d'entreprise, ça va dire, là pour le coup, je jette l'argent par la fenêtre, je gaspille. Voilà. Oui, en fait, Donc la caractérisation permet de mesurer ça. Clairement. Ça, clairement, vous avez une photo de benne de DIB.
Donc c'est quelque chose qui est prévu pour l'enfouissement. Bah, j'ai du carton, ça doit être du bois ou du tissu, j'ai du plastique. On voit bien plastique. la farine de plâtre, en fait. On a le plâtre, c'est un vrai sujet. Ben bon, donc voilà. Donc voilà, les bénéfices, vous augmentez le taux de valorisation, vous réduisez votre facture déchets, vous avez une baisse de l'empreinte carbone qui est forte, vous êtes conforme réglementairement, donc vous avez une baisse du risque de surtaxe, là encore économique. Je peux encore continuer. Hein. On peut essayer d'interagir avec la salle et passer aux Allez. questions pour s'il y a des questions sur tout ce qui a été présenté ce matin. En termes de pédagogie vers les entreprises, pour leur faire connaître tout ça, qu'est-ce qui existe? Il y a des associations patronales, il y a quoi pour... Alors, il y a les professionnels du métier, qui, avec des équipes commerciales notamment, hein, puisque c'est leur boulot quand même, qui doivent expliquer cette démarche. Nous, on organise, comme les professionnels du déchet, les journées mondiales du recyclage, pour expliquer. Ça, c'est clairement une présentation issue de la journée mondiale du recyclage. Des portes ouvertes sur nos outils de traitement. Sur Montlouis, on organise des portes ouvertes. Voilà. Après, il y a les sites, les différents sites. Et nous, nos clients, on les accompagne sur la législation, à travers le portail client notamment. Et on propose aux clients un outil de gestion de leurs déchets, en fait, qui leur permettent d'avoir leur taux de valorisation en réel. Et avec une veille juridique qui met à jour en fonction des obligations. Oui. Nous, on ne peut pas se permettre d'être en dehors des clous. C'est pas possible, parce que de toute façon, grosso modo, les déchets se retrouvent chez nous. Tous, d'où qu'ils viennent. D'une façon ou d'une autre. Donc, alors je parle du 37. Chez nous, chez un concurrent, mais on est des professionnels du métier. Du coup, le paysage dans le 37 sur la gestion aussi, il y a vous, effectivement, mais comment, enfin... Il y a nous. C'est juste... non, mais Je comprends pas la question. C'est vrai qu'entre les centres de tri, vous parliez tout à l'heure de pas mal de prestataires qui sont aussi en amont. Comment ça s'organise un petit peu tout ce monde-là? C'est vrai qu'on ne sait pas trop, nous, quand ça part, après derrière, Ouais. des fois, on ne sait pas comment que ça se passe. Quoi. Dans le métier, il y a les spécialistes. On va parler clairement d'un ferrailleur, par exemple. Je vais pas les citer dans la région où on les connaît, qui va se centrer vraiment sur les métaux. Il y a les généralistes, plutôt comme nous. Il y a les filières de déchets dangereux, ou alors Suez a une filière déchets dangereux, d'autres en ont également. Il y a les de plus en plus les PME du déchet qui vont se concentrer sur des solutions sur mesure de collecte, de nettoyage de chantier, de collecte en petit volume, de proximité, et qui derrière vont déléguer la partie traitement et valorisation à d'autres entreprises. Voilà, donc on a un panel assez complet sur la région. Après, en termes d'outils de traitement, pour le coup, alors, la problématique sur le 37, c'est qu'il y a 2 centres d'enfouissement. Il y a Sonzé et Chanceau-Préloche, Sonzé Suez, Chanceau-Préloche, Paprec ferme fin d'année. Donc, on parlait de 50% des réductions de volume au niveau de la France d'enfouissement. On y est. Il y en a des 2 qui ferment. Donc ça va se réduire. D'où la nécessité de trier encore plus, parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. On a un incinérateur sur bois, donc déchets ménagers et déchets industriels. Et on a sur Montlouis ici, le centre de tri de Montlouis. Alors je vais vous le présenter. Parce qu'on est quand même sur le territoire, on fait partie de l'ERET, j'en profite. Ah bah bien sûr. Centre de tri de Montlouis, donc c'est le bâtiment qui est des zones de Conneuil. C'est un site qui fait 2 hectares avec 2 fois 2500 mètres carrés couverts, 32 collaborateurs, c'est 65 000 tonnes de déchets par an réceptionnés, tout confondu. Hein. Carton, plastique, métaux, plâtre. Plâtre, on le reçoit, mais on le trie pas encore suffisamment. Ordures ménagères, les ordures ménagères de l'ATF passent par là, du privé, du collectivité. Donc on est équipé d'une presse à balles, ce que vous voyez ici. C'est-à-dire que le carton, ça a une valeur. Par contre, avant de le revendre X € la tonne, faut le conditionner, faut le transporter. Si vous le transportez en vrac, ça pèse rien.
Donc on est obligé de faire des balles. Les lingots que vous voyez là pèsent entre 800 kg et 1 tonne en fonction de la densité, pour pouvoir massifier et renvoyer sur, pareil pour les balles plastiques, pour un certain nombre de matières. Et on travaillait avec des pelles mécaniques. Donc voilà. Après, il y a d'autres centres de tri de concurrence sur le secteur. Là, on est vraiment sur le plus gros du secteur. Après, on parle d'économie circulaire et de GES. On a un outil de proximité quand même là sur le secteur, pour le coup. Je vends ma tambouille, c'est normal, hein, mais c'est quand même une réalité physique. Donc, quoi. après, La géographie a du sens. Hein. Si je comprends bien, le vrai sujet, ça va être le tri à la source. Ouais. On est chef d'entreprise, mais on est tous particuliers en fait, et donc c'est vraiment en fait casser les codes, aller sensibiliser tout le monde pour que le tri soit de meilleure qualité possible. Et après, Oui. a priori, on aurait des solutions. Après, on a des solutions. Sur la valorisation des métiers, la valorisation matière, l'objectif numéro 1, c'est le réemploi. En termes d'impact environnemental, le mieux, c'est le réemploi. Ensuite, c'est la valorisation matière. Donc, c'est avec une bouteille plastique, je refais un pull, une polaire ou une bouteille plastique. Le mieux, c'est pas de bouteille plastique. En fait, l'eau du robinet, c'est très bon. Non, mais c'est vrai. Oui. Enfin, voilà. Dans toutes les communes. Hein? Dans toutes les communes. En France, oui, aujourd'hui, enfin, à part celles qui n'ont plus d'eau au robinet parce qu'il y a sécheresse, ce qui arrive en France, hein. On n'y croyait pas, mais ça y est, on y est. Il y a des communes de France qui n'ont plus d'eau au robinet. Aujourd'hui, c'est quand même un produit qui est le plus surveillé, un des produits en tout cas. C'est un produit qui est surveillé, qui est fiable en termes d'hygiène. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. C'est pas, enfin, on peut s'amuser à se faire peur. Hein. Après, quoi que vous regardiez actuellement, les bouteilles en plastique, on va dire qu'il y a des microplastiques dedans. L'eau du robinet, ouais, mais il y a des pesticides. En tout cas, l'eau du robinet, elle produit pas de bouteilles plastiques. Ça, c'est une certitude. J'ai pas à en mettre dans ma poubelle. C'est une économie pour tout le monde. Voilà. On parle de consigne de bouteilles en verre. On va peut-être y revenir. Le plastique, c'est du pétrole. C'est un problème. Le plastique dans les océans, c'est un problème. Enfin, voilà. Et le plastique, vous pouvez le retrouver dans l'eau du robinet. Bien sûr. Enfin, si on va au bout de la chaîne. Hein. Donc, bon. Donc, oui, il y a de la sensibilisation. Il y a Après, on est sur des démarches de bon sens et il faut vraiment être plutôt positif sur le sujet. On fait tous des erreurs, on se pose tous des questions sur le sujet. Je pense que c'est un ensemble de petites choses. Voilà, nous à la maison, on a décidé de plus prendre d'eau en bouteille plastique, on est à l'eau du robinet. Bon. J'ai changé ma bagnole. Dans la grille, j'ai été voir celle qui avait l'impact carbone le moins mauvais. Est-ce que c'est la bonne solution ou pas? Peut-être pas, mais enfin c'est ça plus ça plus ça plus ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des dernières questions, des interrogations, des remarques? C'était très clair. En tout cas, ce sujet très très intéressant, comme on disait au démarrage d'actualité. On est tous sensibles et puis on a un vrai enjeu en fait sur notre économie, sur l'environnement, même sur l'image de notre entreprise. Hein. En fait, on est sur un sujet d'RSE également. Donc en fait, c'est vraiment à diffuser, à partager, je pense. Et C'est vrai que cette attestation d'engagement aussi, et ça devrait être un document qui devrait être un peu plus mis en avant, parce qu'en effet, tout le monde ne fait pas encore le tri, hein, faut le dire. Ça arrive c'est une grande majorité aujourd'hui, mais il y a encore quelques réticents. Et en effet, ce document-là, aujourd'hui, on le conserve en interne, au cas où, pour un contrôle. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être plus le mettre en avant. Il faut le valoriser, là encore. Parce que finalement, je pense que c'est le top départ de mettre en place une démarche d'amélioration continue sur la gestion de ces déchets. Je m'engage à dire je vais traiter mes déchets. Il y a deux façons de faire. Hein. Soit je subis complètement la contrainte et je la subis économiquement, je la subis humainement, je la subis jusqu'au bout. Soit je la transforme en une opportunité de valoriser mon entreprise d'une façon ou d'une autre vis-à-vis de mes clients et je fais d'une pierre deux coups parce que c'est bon pour le business, c'est bon pour l'environnement. De quoi se plaint-on, quoi. Donc c'est une occasion de valoriser l'entreprise. Super. Laurent, merci beaucoup. C'est moi. C'était un plaisir de te recevoir pour notre 32e Petit Déj Pro. Merci à vous.
On vous retrouve sur le petit déj pro de juin. Oui. J'ai plus la date en tête, ça doit être le 2 juin. 2 juin. Le 2 juin, donc en présentiel au Rubik's Co, à partir de 8h30 pour le café Les Viennoiseries. Pour teaser un petit peu, on sera sur un sujet sur comment motiver le dirigeant d'entreprise ou l'entrepreneur par le biais du sport, ou des techniques qu'on retrouve à travers le sport, ou le coaching sportif. Et donc, on aura un intervenant qui va pouvoir nous dispenser de cette thématique. Donc là, on est plutôt sur de la stratégie, du management. Préparation mentale. Préparation mentale. Et sur juillet, on prépare les choses. On aura aussi d'actualité en juin avec l'organisation d'une fresque du climat pour rester un petit peu super. toujours sur le sujet. Un super exercice. Un fresque du climat orienté entrepreneur, sur un public professionnel. Donc bien évidemment, suivez les réseaux sociaux où vous êtes tous invités à cette fresque du climat qui se passera sur Montlouis. C'est la première qui se passera ici sur le territoire, orientée public professionnel. C'est super, c'est un super exercice. Soufiane, merci. Laurent, merci. Bonne matinée. Et on se retrouve à notre 33e petit déj pro de juin. À bientôt. Au revoir.